C'est la quatrième et dernière vidéo à propos de ce chapitre «Quels sont les processus sociaux qui contribuent à la déviance?». Et cette leçon, elle porte sur un point très accessible du programme. Notre objectif d'apprentissage sera le suivant: comprendre et illustrer les difficultés de mesure de la délinquance. Pour satisfaire cet objectif, nous allons nous poser deux questions. D'abord, comment mesure-t-on la délinquance? Puis, deuxième question, quels sont les problèmes posés par cette mesure, c'est-à-dire en quoi la mesure de la délinquance est-elle problématique? Examinons la première de ces deux questions. Deux mesures de la délinquance existent. La première repose sur des sources administratives, à savoir les données de la police, de la gendarmerie et de la justice. Ces institutions constatent et sanctionnent des contraventions, des délits et des crimes, et leurs données permettent de dresser un panorama de ce qu'on appelle la délinquance constatée. La seconde mesure de la délinquance repose, elle, sur des enquêtes statistiques qu'on appelle des enquêtes de victimation, et c'est une expression que vous devez retenir. Une enquête de victimation consiste tout simplement à faire passer un questionnaire à un échantillon plus ou moins représentatif d'une population, voire à toute une population, questionnaire interrogeant les enquêtés sur les faits de délinquance qu'ils auraient pu subir. Les données de ces enquêtes permettent de dresser un panorama de ce qu'on peut appeler la délinquance subie. Mais la délinquance réelle n'est ni la délinquance constatée par les administrations, ni la délinquance déclarée comme subie par les enquêtés des enquêtes de victimation. Car il existe ce qu'on appelle en sociologie le chiffre noir de la délinquance. Posons-nous notre seconde question. En quoi la mesure de la délinquance est-elle problématique? Ni la mesure par les enquêtes de victimation, ni la mesure via les données administratives ne sont exemples de défauts, nous allons le voir. Mais commençons par expliciter cette mystérieuse expression de chiffre noir de la délinquance. Le chiffre noir de la délinquance désigne précisément l'écart entre la délinquance réelle et la délinquance constatée par la police, la gendarmerie et la justice. Pour comprendre l'importance et l'ampleur de ce chiffre noir, on mobilise souvent l'exemple du viol. On estime qu'environ 10% des victimes de viol portent plainte. Cela pour plusieurs raisons. D'abord parce que porter plainte pour un viol est un acte difficile, douloureux, qui peut nous contraindre à décrire, à nous souvenir de choses que nous souhaiterions oublier. Un acte aussi qui peut être rendu très douloureux quand on fait face à l'incompréhension, voire à la méfiance de certaines personnes qui pourraient être en charge d'enregistrer notre plainte. Et puis, porter plainte, porter plainte suppose de pouvoir le faire matériellement, or des victimes de viol peuvent être en incapacité de le faire. L'existence du chiffre noir de la délinquance rend les enquêtes de victimation pertinentes, vous le comprenez. À l'aide de ces enquêtes, on peut compléter les données administratives pour tenter d'approcher, sans jamais pouvoir l'atteindre, mais tenter d'approcher une mesure de la délinquance réelle. Alors à ce point du cours, illustrons très simplement les quelques limites des deux principales mesures de la délinquance via les sources administratives et les enquêtes de victimation. Et je m'appuie ici sur un livre de Philippe Robert et René Zoberman, Mesurer la délinquance, publié en 2011. Commençons du côté des données administratives et de la délinquance constatée. La première limite en cette matière, elle tient bien sûr à l'écart à la délinquance réelle, soit l'existence même du chiffre noir de la délinquance. Une autre limite majeure des données administratives est qu'elles ont tendance à refléter non pas l'évolution de la délinquance réelle, mais l'évolution de l'activité des administrations. Et nous allons expliciter ce point dans les 2 minutes qui viennent. C'est ce résultat très solide et très impertinent, je le dis, vis-à-vis des discours anxiogènes sur la sécurité, un résultat très solide de la sociologie de la délinquance. Je peux en donner un exemple très simple. Quand un ministre de l'Intérieur met en place une politique du chiffre, c'est-à-dire qu'il conditionne l'obtention de certaines primes pour les cadres de la police et de la gendarmerie à ce que leurs équipes dressent plus de procès-verbaux, alors les chiffres de la délinquance constatée augmentent. En effet, les cadres répercutent le message à leurs équipes de la façon suivante: les gars, les filles, on doit absolument atteindre notre quota, par exemple pour les infractions routières, alors trouvez-moi des infractions. Eh bien, sur le terrain,
policières et policiers, gendarmes et gendarmes en trouvent des infractions, parce qu'il y en a. Pour un département en particulier, si on met en place une politique du chiffre, par exemple, si le préfet décide de mettre en place une politique du chiffre en accord avec le ministère de l'Intérieur, eh bien le nombre d'infractions routières pourrait augmenter. Si la politique du chiffre elle est nationale, tous les départements vont voir leur nombre d'infractions routières augmenter, mais ce qui est intéressant pour nous en sciences économiques et sociales, c'est la conclusion qui pourra être tirée de la publication de ces données qui figurent une augmentation des infractions. Certains journalistes mal informés, certains responsables politiques également mal informés ou tout simplement mal intentionnés vont proposer un raisonnement suivant. Le nombre d'infractions a augmenté, ce serait donc que les Français conduiraient de plus en plus dangereusement. Or, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Les Français ne sont pas plus chauffards qu'ils ne l'étaient avant. Mais les gendarmes et les policiers ont tout simplement intensifié leur contrôle, ce qui est très différent. Et ce qui fonctionne avec cet exemple théorique mais pas si fictif de la politique du chiffre en matière d'infractions routières, ce qui fonctionne avec les infractions routières est applicable, généralisable à différentes formes de délinquance et de traitement de la délinquance par ces administrations que sont la police, la gendarmerie et la justice. Résumons. Nous relevons deux limites principales à la mesure administrative de la délinquance. L'existence d'abord du chiffre noir de la délinquance et le fait que l'évolution de la délinquance constatée suit souvent l'évolution de l'activité des administrations plutôt que l'évolution de la délinquance réelle. Passons rapidement aux enquêtes de victimation. Nous avions précisé qu'elles constituaient des compléments pertinents à la mesure administrative. Elles n'en sont pas moins lacunaires. La première des limites de ces enquêtes de victimation est qu'elles reposent, comme leur nom l'indique, sur les déclarations de victimes. Or, de nombreux actes délinquants ne font pas de victimes directes. Par exemple, la fraude fiscale et sociale, le fait de ne pas acquitter en totalité ses impôts et ses cotisations sociales ou de percevoir indûment des prestations sociales, la fraude fiscale et sociale ne fait aucune victime directe. Personne ne porte plainte contre son voisin chirurgien plastique qui ne déclare pas son compte en Suisse. Pourtant, détenir des avoirs non déclarés dans un paradis fiscal, voilà bien un acte qui relève de la délinquance, une forme de délinquance qu'on dit en col blanc, par opposition à la délinquance que nous toutes et tous avons plus souvent en tête, le trafic de drogue, la délinquance dont on entend parler dans les journaux télévisés, souvent associée à ces quartiers qu'on dit sensibles. La deuxième limite de ces enquêtes de victimation, elle tient à l'existence de biais de surdéclaration et de sous-déclaration. Alors, ils peuvent être neutralisés par un traitement statistique, mais il y a très souvent, lors de la passation de ces enquêtes de victimation, des contextes qui favorisent la surdéclaration de victimation ou la sous-déclaration. Le viol, encore lui, voilà un crime dont celles et ceux qui l'ont subi peinent à le déclarer, y compris dans le cadre d'un questionnaire ou d'un entretien anonymisé. Enfin, troisième et dernière limite des enquêtes de victimation, limite évidente, pour se déclarer victime, il faut pouvoir se déclarer comme tel, et vous m'accorderez que les victimes de certains crimes comme les homicides sont mal placées pour se déclarer victimes. Nous sommes parvenus au terme de cette leçon et de ce chapitre. Je reviens sur ce que vous devez maîtriser à l'issue de cette quatrième et dernière leçon. Vous devez être capable d'abord de comprendre que la délinquance se mesure à l'aide de données administratives et d'enquêtes de victimation. Vous devez également comprendre que le chiffre noir de la délinquance consiste en l'écart entre la délinquance réelle et la délinquance constatée. Et vous devez enfin être en mesure de comprendre et d'illustrer les limites associées aux deux mesures de la délinquance, à savoir les enquêtes de victimation d'une part, et la mesure de la délinquance constatée par la police, la gendarmerie et la justice d'autre part.